Bonjour, donc je suis Sébastien Villegrain, fondateur de l'Antenne, qui est un lieu à Paris dédié euh, aux sociétés qui veulent devenir leurs propres médias. Et donc je suis accompagné de Deborah Papiernik, qui est en charge des nouveaux business chez Ubisoft, et de Guillaume Durieux, directeur général de Videlio. Donc ma première question, ça va être pour toi, Deborah. Aujourd'hui, dans le jeu vidéo, quel est le rôle de la technologie dans le jeu vidéo? Je crois que les gens ont beaucoup parlé de vidéo ici, mais peut-être moins de jeux vidéo. Quel est le rôle de la technologie dans les jeux vidéo? Alors le jeu vidéo, je dirais que c'est une industrie créative, comme peut l'être le cinéma par exemple. La différence, c'est qu'on est une industrie créative qui est drivée par la technologie. En fait, chaque nouvelle sortie de nouveau hardware, que ce soit une carte 3D, que ce soit une nouvelle console, que ce soit un nouveau contrôleur pour la console, est l'occasion pour nous de booster la créativité. C'est le hardware qui va nous obliger de façon positive, qui est l'opportunité de créer des nouvelles façons de jouer. Et on l'a fait par exemple au lancement de la Wii, pour donner quelques exemples. Le lancement de la Wii, Nintendo arrive avec une console où on a une manette dans la main et c'est un geste très naturel. On a tous joué au tennis et on a fait jouer nos parents au tennis devant la console. D'un seul coup, le jeu est beaucoup plus accessible et puis on arrive à se faire lever du canapé des gens qui avaient l'habitude d'être enfoncés dans leur canapé pour jouer avec leur pad. La même chose avec Kinect, Microsoft Kinect. On s'est retrouvés debout devant la télé puisqu'on avait Kinect qui pouvait reconnaître nos mouvements. On n'avait plus de pad dans la main. Avec le smartphone, avec Nintendo par exemple, Nintendo a inventé le jeu en réalité augmentée. Ils ont utilisé le téléphone pour créer des nouveaux usages où on allait dans des lieux avec le téléphone à la main et on va inventer de nouveaux gameplay. La technologie, c'était les technologies d'AR, du téléphone et la géolocalisation dans le téléphone, qui au départ n'étaient même pas destinées à être utilisées pour le jeu. Mais on arrive même à détourner des usages pour créer des nouveaux gameplays. D'accord. Guillaume, la question pour toi, Videlio participe à beaucoup d'événements en techno, donc Oui, alors bon, Videlio, c'est une entreprise de service des métiers de l'audio et de la vidéo et de l'entertainment. Donc le lien avec Ubisoft, même s'il peut paraître un petit peu loin, nous, notre sujet, c'est justement d'apporter des usages et de permettre de mettre des technologies au service de la créativité et par ces technologies-là, d'attirer potentiellement des publics dans des lieux et de les faire rêver et de les faire sortir de chez eux. Donc effectivement, quand on écoute Déborah et qu'on voit ces gens qui sont capables de se lever de leur canapé du jeu vidéo et de la manette qu'on avait l'habitude d'utiliser nous quand on était gamin, et qu'aujourd'hui on voit tous ces jeunes sortir de chez eux avec ces espèces de passion de l'utilisation de n'importe quoi. Et d'ailleurs, on a parfois un petit peu de mal à suivre tellement ils vont vite par rapport à nous. Et donc voilà, donc nous Videlio, c'est comment est-ce que nos modestes technologies peuvent servir à de la créativité et faire sublimer des événements pour des utilisateurs ou pour des créateurs de contenu. nous, on a eu une expérience ensemble dans le passé pour une campagne électorale dont on taira le candidat pour lequel on a un peu bossé, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit chez Ubisoft, par exemple, quand tu parles de Pokémon Go, on est dans une expérience en temps réel. Moi, ce qui m'avait beaucoup impressionné chez Videlio, c'est cette capacité à mettre une technologie sur un événement live avec les enjeux qu'il y avait pendant l'élection présidentielle, qui était l'hologramme. Est-ce que tu peux... C'est quand même quand on est en live, on sait, même en télévision, là où il n'y a pas énormément de... une technologie qui est déjà bien ancrée, le live, tout peut partir de travers à un moment donné. Donc, Alors, c'est vrai que d'abord, c'était une expérience tout à fait non calculée. C'est ce qui fait d'ailleurs aussi l'intérêt du sujet, c'est que finalement on part dans le cadre précis de meeting tout à fait traditionnel, et puis à un moment on se dit bah tiens, on pourrait faire quelque chose d'un petit peu différenciant. Et finalement le personnage en question, on ne va pas le citer, on n'imaginait pas que ça pourrait venir de lui.
et de quelque chose, d'une techno finalement, parce que l'hologramme c'est vieux comme le monde. Voilà, moi je la compare souvent à même un afficheur tête haute dans une voiture. Enfin, je veux dire, au sens propre du terme, il n'y a rien d'extraordinaire, mais mis dans un contexte, mis dans un événement, avoir cette capacité de le faire dans du live, dans des délais extrêmement courts, avec cette notion un peu de stress du direct, comme on peut le voir à la télé, c'est ça qui a fait la différence finalement. C'est pas tellement de dire je fais un hologramme, je fais apparaître quelqu'un, bon voilà, à la limite ça avait déjà été fait, mais le faire en live et de le faire dans un contexte comme celui-là, c'était incroyable. Et ça, effectivement, dans les gens qui venaient et qui sont venus à 2 reprises voir cet hologramme, moi j'ai observé 2 catégories de personnes. Alors il y avait les fidèles parmi les fidèles qui venaient voir le candidat, mais il y avait aussi des gens qui étaient curieux par la techno et qui disaient, mais on entend parler du bazar, on a envie de voir ce que c'est. Et donc ils venaient dans les salles, puisqu'à un moment ou un autre, dans la 2e étape, ça s'est fait dans 6 salles différentes, ils venaient dans les salles pour voir ce que c'était que ce bazar de l'hologramme dont on parlait tant. C'est génial pour vous parce que en fait, aujourd'hui, 1 an plus tard, on se souvient en parle plus, encore. On parle de l'hologramme, mais on se souvient plus très bien de quoi parlait le meeting. Donc ça, c'est clair. Et heureusement peut-être. Mais bon, on pourrait très bien l'imaginer dans des logiques de jeu. Ouais. Faire des hologrammes dans des logiques de jeu et de sortir des gens et de faire de l'e-game avec des hologrammes, ça pourrait être génial. Ouais, bien sûr. Et Déborah, moi, j'ai suivi ta conférence tout à l'heure, qui était très intéressante parce que moi, j'ai toujours été un petit peu sceptique sur la VR, considérant que le casque était une barrière à l'entrée, considérant que le contenu n'avait pas forcément suivi la techno. Est-ce que tu penses que ça, vous qui êtes dans le gaming, qui est quand même une locomotive dans l'entertainment avec la technologie, est-ce que tu penses que je connais ta réponse, mais est-ce que tu penses qu'on va parier, on va réussir à outrepasser ces barrières à l'entrée qui sont le casque, qui sont un peu est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Alors, tu parles de barrières à l'entrée. C'est clair qu'aujourd'hui, les équipements en réalité virtuelle, même s'ils ont baissé, même si le prix a baissé, ils ont fait des gros efforts. Ça reste quand même un peu lourd. Il faut des casques qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Il faut des PC très lourds. C'est compliqué à installer sur PC. C'est un peu plus facile sur console avec le PlayStation VR. Après, il y a tout ce qui est mobile où il existe déjà plein de contenus, mais c'est pas aussi puissant que ce qu'on peut faire sur PC. Et donc l'équipement à la maison, il n'est pas tout à fait là. Donc les projections de base installée énorme et de business énorme qui avait été faite il y a quelques années, on n'y est pas tout à fait. Mais par contre, ça se décale. Moi, ça se fait que se décaler dans le temps. Je suis persuadée qu'on va réussir à faire des choses énormes avec le VR et qu'il y aura un marché. Il faut juste attendre que les casques soient plus faciles à installer. Et en attendant, il faut qu'on réussisse, nous, à continuer à créer du contenu. Alors, il faut être malin quand on le crée pour pas que ça coûte trop cher. Et il faut qu'on fasse attention de créer des expériences qui sont bonnes, qui sont confortables. Et je parle d'expérience et plus que de jeu parce que quand on est en réalité virtuelle, on est dans l'expérience, on est au milieu, c'est ce qu'on appelle la présence, on est à l'intérieur du monde, on interagit avec son corps, ce qu'on ne fait pas quand on est derrière un écran classique, ce qu'on ne fait pas quand on est sur une expérience de cinéma. Même si on a juste une expérience narrative en VR, on va avoir une interaction. Tout simplement, en fonction de l'endroit où je vais regarder, le cadrage n'est pas décidé par celui qui fait le film. En fait, le cadrage, il est décidé par l'utilisateur. Donc, en fonction de l'endroit où je vais regarder, il va se passer telle ou telle chose. Ça va déclencher des actions. Je vais peut-être manquer des actions. Donc, en fait, la façon de raconter des histoires est différente. La façon d'interagir est différente. Je me retrouve à pouvoir interagir avec mon corps, me déplacer, toucher des choses. Je peux, en VR, jouer au tennis avec quelqu'un qui a des milliers de kilomètres. Mais avoir ces sensations-là. Donc on peut créer des gameplays qui sont complètement différents. Donc la VR, c'est pas juste une amélioration d'expérience qu'on pourrait déjà faire aujourd'hui. C'est quelque chose de complètement nouveau. Et il faut qu'on arrive à éduquer les gens. Alors une façon de le faire, c'est au lieu d'attendre que les gens soient équipés chez eux, c'est dire on va leur mettre à disposition des hardware, donc les casques VR, dans des lieux. Alors c'est ce que peuvent faire des marques ou des événements. Où là, il peut y avoir des expériences qui sont souvent gratuites, qui permettent de tester la VR. Et puis, il y a déjà des business qui existent en ce qu'on appelle location-based, c'est-à-dire l'entertainment, le divertissement hors de la maison, les salles d'arcade, de la même façon que le cinéma est né hors de la maison. Les gens allaient dans des salles pour regarder le cinéma. La technologie, elle n'était pas à la maison.
finalement, ça a été pareil aussi avec les consoles à la fin des années 70, où le jeu vidéo n'était pas à la maison, mais était dans des lieux. Il n'était pas accessible, ça n'existait pas des consoles qu'on pouvait voir à la maison. Et puis ça a perduré parce que l'expérience hors de la maison était différente. Il y a la télévision à la maison, mais on va quand même dans des salles de cinéma. Il y a la console à la maison, mais je peux quand même aller faire des expériences ailleurs, soit dans des salles d'arcade ou même des parcs d'attractions. Et c'est un peu la même chose aujourd'hui avec la VR, où on met les casques VR et des expériences de très très bonne qualité dans les mains des gens, dans des lieux où ils n'ont pas besoin de s'équiper, ils viennent juste payer leur partie, ils découvrent, et quand on a une bonne expérience en VR, ce qui est génial, c'est qu'on en parle pendant une semaine à tout son entourage, parce qu'on a vraiment vécu quelque chose. C'est marrant parce que pendant quelques années, on s'est dit que toutes ces technologies, que ce soit en jeu ou que ce soit en télévision ou en cinéma, faisaient en sorte que les gens devenaient des ermites en fait. Et on voit, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a maintenant des chaînes YouTube qui parlent de social eating où les gens mangent chez eux un plat devant leur caméra avec des milliers de personnes qui les regardent. C'est quand même un phénomène assez intéressant. Et finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce que tu dis, c'est que ces technologies maintenant vont faire en sorte que les gens vont aller se retrouver dans des lieux pour partager en fait. Oui, pour partager. Alors déjà, il faut savoir que la VR, on a l'impression, parce que quand on voit quelqu'un avec un casque de VR, on a l'impression qu'il est complètement enfermé dans son monde et qu'il parle à personne. Au contraire, il est en communication directe avec les gens qui jouent en même temps que lui. Donc en fait, c'est cette notion de présence qui fait que, en plus en VR, on se regarde dans les yeux. Ce qu'on ne fait pas quand on est en visioconférence, par exemple. Et il y a le fait de faire quelque chose ensemble. Donc on construit ensemble. Donc ça, c'est la première chose sur la VR. Il y a le fait qu'on aille jouer avec des copains dans des lieux. Donc très souvent, on va et on joue ensemble. Parce qu'en plus, comme le multijoueur en VR à la maison, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il faut avoir des copains qui sont aussi équipés et c'est pas très facile. Donc on peut aller ensemble jouer à la VR. Et puis il y a autre chose, si on reparle du jeu traditionnel sans parler VR, c'est tout le développement de l'e-sport. Où l'e-sport en fait existe déjà depuis quelques années. Alors en général, on avait les équipes qui jouaient, mais dans un petit lieu au fin fond de n'importe où, et c'était filmé et retransmis, et les gens regardaient sur leur PC. Donc ils avaient des audiences énormes, mais chacun était derrière son PC. Et depuis quelque temps, on a des événements qui rassemblent des foules énormissimes, donc en Asie, mais pas que en Asie. On a même des espèces de lieux, de dômes, de stades qui sont en train d'être construits partout dans le monde. Et je parle pas que de la Chine. Je parle aussi de Londres, je parle de Las Vegas, des endroits qui vont être dédiés à l'e-sport, où les gens, donc des équipes professionnelles vont jouer à des jeux et des spectateurs vont venir soutenir ces équipes. D'ailleurs, ces équipes professionnelles qui s'entraînent comme des sportifs, qui ont des coachs, qui font attention à ce qu'ils mangent, qui font attention à dormir suffisamment, une bonne hygiène de vie, et qui s'entraînent de façon extrêmement sérieuse. Enfin, en fait, le jeu, c'est très sérieux. Oui, très sérieux. Nous, à l'antenne, on a organisé quelques événements justement de e-gaming avec une boîte qui s'appelle Gamers Origin, qui d'ailleurs a maintenant repris un centre commercial à Ivry-sur-Seine, tout le dernier étage, pour faire une écurie de e-gamers. Donc c'est en train de devenir un vrai business, et je sais que toutes les chaînes de télévision s'y intéressent. Enfin, c'est un vrai business. Toute cette communauté d'e-gamers arrive à en vivre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme un sport. Ils arrivent certains gagnent leur vie dans cet écosystème. Ouais, je crois qu'il y a des très gros cachets. Déjà, il y a les équipes qui sont financées par des marques. Il y a des gros cachets pour les grands joueurs. Et de ce que je sais, ceux qui gagnent le mieux leur vie, c'est les commentateurs. Aujourd'hui, je crois que la plus grosse chaîne YouTube est un Suédois, je crois, qui est commentateur de e-gaming et qui fait des milliards de vues. Enfin, c'est un truc absolument hallucinant, et ils en vivent vraiment. Ouais. Et Ubisoft supporte comment est-ce que vous existez dans ces écosystèmes? Est-ce que c'est plutôt porté par les Sony, les Microsoft, Alors, en fait, ça dépend des jeux. En fait, à partir du moment où on a un jeu qui est bien adapté à l'e-sport ou qui a été pensé pour l'e-sport au départ, ça fonctionne. Notre jeu qui fonctionne le mieux, c'est Rainbow Six,
qui est un jeu qui est quand même sorti il y a plusieurs années, mais qui est grossi, et on a des événements Rainbow Six, il est très très fort en e-sport. On a aussi dans un autre genre, on a aussi les compétitions e-sport de Just Dance, une compétition internationale, donc toute la World Cup Just Dance. Après tout ça, pour moi, ça participe aussi de toute cette tendance aujourd'hui où les gens ont envie de sortir de chez eux, de se retrouver, de vivre des événements en live. Les festivals n'ont jamais aussi bien marché, les concerts sont pleins, les meetings électoraux sont pleins aussi. Et ça, c'est très rassurant de voir que la technologie n'enferme pas les gens chez eux, mais au contraire est un créateur de liens sociaux. Et pour moi, quelles que soient les technologies et l'évolution, et quelle que soit l'accélération du progrès qu'on vit depuis quelques années et qui est juste génial, l'humain doit rester au cœur et on doit d'abord se préoccuper des relations sociales. Je pense que ça, c'est une bonne conclusion.